Un mot Avant de peut-être. passer à l'Amérique latine, Oui. restant en Non mais on va Afrique du revenir, hein, Nord. on est... Non. Je veux donner quelques chiffres. Si on commence pratiquement l'intégration économique, je ne parle pas de politique, ça va ajouter au taux de croissance économique de chaque pays 2% supplémentaires. Ça veut dire 40 000 emplois par pays additionnels. Ça veut dire nous pouvons passer de 2 et quelques pourcents de commerce intramaghrébin à presque plus de 10% de commerce intramaghrébin. Ça a été pensé, réfléchi entre maghrébins et avec nos partenaires à la Banque mondiale et UFMI. Merci. Ce qui rendra peut-être un certain nombre de problèmes politiques plus faciles à régler ensuite. Hein, Joachim Tress, puisque parler de l'Amérique latine, effectivement, pourquoi ça a si bien marché, pourquoi ça a si bien fonctionné, malgré les obstacles politiques, ils sont nombreux. Et en quoi est-ce que d'autres régions, comme celle-ci, peuvent s'inspirer du processus d'intégration régionale en Amérique latine? Je vous donne la parole. Merci. I'm going to speak in English because I don't want to punish you with my French. I usually punish my children since they are good French speakers, and I sometimes need to speak to them in French, but I can save you that. In case the storm comes back, I'm going to say three things, and then I'm going to develop them. The first one is that I want to give my view that there are different paths to achieve integration. The second, I'd like to discuss the challenges of working regionally in the absence of strong supranational bodies and based on national interventions. And the third is, from our experience in supporting integration in Latin America and the Caribbean, what toolkit of instruments we think are better. So if the storm comes, you have the three things that I wanted to talk about. When I was preparing to come, I read the very good summary for the session, but one thing that quickly came to my mind was that paragraph has a European Union framework of mind. And I think it's very important that we obviously recognize European Union integration contribution for European citizens and as an inspiration for other integration processes. But let's not forget that sometimes the European Union integration process, because it is unique, it's not replicable, because everything started, and you said it, talking on the steel and coal, but after two world wars and a major economic crisis, these are events at such a scale that we do not have, fortunately, in other regions. So it sometimes has been an inspiration, but at the same time, it has generated some kind of frustration, as it has been the case in Central America, that the European Union has often in the past been used as a benchmark. So there are other models, very successful ones. For instance, the very bottom-up approach in East Asia and Southeast Asia through regional value chains that we've seen since the 1970s. So that's a more private sector-led. And also in Latin America, we are having and seeing a second generation of integration initiatives that tend to be a lot more pragmatic, also with variable geometry, with agendas that overlap, and it may not look neat in sub-regional terms because some of these initiatives are not carried out by only neighboring countries. So let me give you an example of the recently created Pacific Alliance between Chile, Peru, Colombia, and Mexico, which is not a bordering country. I mean, it's not in South America.
In less than 18 months, the Pacific Alliance has dropped the visa requirements for their citizens. And this is not a minor step if you think about security concerns in Mexico, in Colombia, and Peru. So that took place, or that happened, last November. Stock exchanges are already have electronic routing between Colombia, Peru, and Chile. And now, from the bank, we are helping them to harmonize the regulation that will allow full operation as one single stock exchange. So it's a more pragmatic view, not only in the Pacific Alliance, but also in Central America, where we have the old Central American Common Market still working, but what is called now the Mesoamerican Project. And the Mesoamerican Project consists of energy interconnection, that the physical part has been done. It has taken 20 years, I know, but now a very small percentage of electricity is traded across borders, and the challenge is to create a regional market, or the Pacific Corridor that will allow trucks to increase average speed from the city of Puebla in southern Mexico to Panama City from 15 or 17 kilometers per hour to 15. So it's a much more pragmatic view and often reluctant to grant authority to supranational bodies. I mean, it's the intergovernmental part that drives that. So these new institutional architectures and overlapping agendas, and probably, if you allow me, some chaotic institutional landscape, are a result of new drivers of integration. We have a private sector logic compared to exclusively state-led integration process of the past. So regional value chains are appearing, and that creates an incentive. Second, the importance that our friend Valentine addressed, the importance of transport and logistic costs. I mean, our region has engaged in what we call the investment in software of integration. That is the policy, the regulation. I mean, in 10 years, the number of free trade agreements in our region has trebled. We've got now 62 trade relationships. That doesn't mean that the job on the trade agenda is done, and Valentine knows well. The spaghetti bowl, as we call it, creates a lot of, lots more transaction costs, like in the rules of origin and so on. But the trade facilitation and logistics agenda, it's key. And it's key because we can get the low-hanging fruit. It's not just investing in better roads in the Pacific Corridor of Central America, because that costs billions. If you go on the figure, it's 3.5 billion. No, it's how we can reduce waiting times at border crossings by 25%. You were asking for the 10% decrease in the cost of trade. In some border crossings, we can more or less cut 25% waiting times. A truck from Asunción, the capital of Paraguay, a landlocked country, to export soybean to Asia, needs to go to Porto Alegre in Brazil. That journey takes 24 hours, but 6 are spent at the border. Paraguay will never have the leverage to ask for an extra lane in Brazilian land because there is no Brazilian need for it. But what can be done with political will, that you mentioned it several times, with political will is to change the regulation and to unleash customs cooperation
to reduce those waiting times. So that's a key issue for us. The third, another driver is Asia, of course. Not just Asia, but China. China emerging as a huge client, a main trading partner for our region, but at the same time, eroding Latin America competitiveness in manufactures. Mexico has suffered, Central America has suffered, and Caribbean countries. However, Latin America is bouncing back. That part of Latin America is bouncing back because it is very important to follow China's labor cost on the coast of China, and those labor costs now are again slightly above Mexican labor cost in the northern parts of Mexico, not the entire Mexico. So the famous maquiladoras are bouncing back as a manufacturing small powerhouse, mainly for the American market. So this driver has changed the integration architecture. And lastly, the driver of we are seeing green shoots of South-South cooperation, which are not minor. South-South cooperation among Latin American countries, but also South-South cooperation from China that I referred this morning to. But working regionally is very difficult. It's very difficult, we say it's challenging, because apart from supranational institutions like the ones you had, the main integration investments come at the national level. So working regionally means trying to broker deals with several countries at the same time. And the countries may be like-minded. Like an example, Paraguay, the storm is coming back, but I said the three things I wanted to. But you see, two countries that are like-minded in trade facilitation are Costa Rica and Panama. Okay? Two neighboring small countries in Central America. These like-minded countries have decided to have some integrated border management controls. If somebody wants details, I can give those. And Costa Rica decided that pilot example was good, and they're going to ask our bank for a $80 million loan to reorganize all the border crossings that are significant for 95% of their trade. But Panama, although agrees, has other, and it can be understood, national priorities that may be on schools or on finishing the Panama Canal, the third way in the Panama Canal. So there is always a need to provide incentives to align national interest to the regional view. And the World Bank have documented that regional projects generate higher costs, mainly because of the execution structure. You need to maintain the consensus along the project cycle. The benefits of collective action come later, when the cost of adjustment come before. And finally, they compete with other national interests, like the example I gave. And finally, what we think can promote integration from a pragmatic view, it's like the lessons of our experience and the experience of others as well. First, you need to invest simultaneously. Okay, just a brief sentence. You need to invest simultaneously on the software of integration, the political sphere, the regulation, and so on, with physical integration, the hardware of integration. A computer does not work without the software, so soft and hard investments are needed and need to be simultaneous. And to sustain that kind of investment, to finish, you need strong research, applied research on the cost and benefits. You need capacity building. You need to create a critical mass of people who are going to champion integration projects at the national level. And you need, obviously, grants to generate the incentives to borrow and invest in regulation
and physical integration. Thank you. Thank you, Joachim. Merci. Je sais que nous avons commencé en retard, mais je voudrais pas prendre trop de retard sur la séance qui suit. Je voudrais savoir s'il y a des questions. Alors, une petite remarque de Monsieur le Ministre, et ensuite on va donner la parole ici, là. Monsieur, si on peut lui apporter le micro. I will try to interact with you in English. I think you have really rightly pointed out that we need some drivers in our region. And I'm also talking from the Maghrebian perspective. I think we haven't today tackled the issues of shared values. I think they are essential. To be able to build coherent integration, we need to have very good democratic systems. I think it is obvious. And this issue today is in the agenda, with not any reform process in human rights, in the instruments. You were talking about investment. If you don't have the guarantee schemes, if you don't have the arbitration schemes, you cannot move forward. And I think in this connection, the experience of Latin America is essential. Another point I wanted to make is the cross-border cooperation. I think it's something essential. And talking about Morocco and Algeria, this tool can be essential. Especially that we have some financing from the European Union, how to promote cross-border cooperation. If you promote this cross-border cooperation, like it was in the Sistema de Integración Latinoamericana, I think it is an important tool to move forward. So shared values, democracy, human rights, and appropriate tools to move forward. Thank you. Il faut le brancher peut-être? Non. Est-ce qu'il y aura d'autres questions ensuite que je vois déjà à peu près là? Voilà. Ok, bonjour. J'ai une question à M. Lamarani. Le Maroc est aujourd'hui engagé sur plusieurs fronts en matière d'intégration régionale. L'Union africaine, mais n'est pas membre. L'Union pour la Méditerranée, la coopération avec les pays du Golfe, l'Union Maghreb arabe, qui est la priorité. Mais si intégration maghrébine, il n'y en a pas. Quelle est la priorité de la diplomatie marocaine? On veut savoir vraiment, dans ces temps de changement, de transformation mondiale, quelle est la priorité, quelle est la vision de la diplomatie marocaine? Est-ce qu'il y a des plans urgents? Est-ce qu'il y a des zones géographiques sur lesquelles vous voulez vous positionner? Parce que, comme vous avez dit, l'histoire n'attend pas. Une toute petite question, M. Nihia. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut remplacer les gens vieux dans les structures de Maghreb arabe avec des gens amnésiques qui n'ont pas les mêmes calculs politiques et qui veulent rêver avec le Maghreb? Ils sont amnésiques de vos problèmes. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Est-ce qu'on peut pas remplacer ça et travailler? Voilà. Merci. Merci. Alors, faut-il avoir des amnésiques à la tête des pays de la région, M. Vangaria? Ce n'est pas une question d'âge. En plus, ça vous arrange. Non, non. Non, je crois que c'est plus complexe. La jeunesse aujourd'hui, comme vous l'avez vu, un peu partout dans l'espace maghrébin, est une jeunesse qui a besoin de beaucoup de choses, qui veut parler librement, qui veut trouver de l'emploi. On vient de terminer une étude qui nous a pris 2 ans sur la jeunesse maghrébine dans les 5 pays. Nous avons fait une enquête dans les 5 pays en questionnant les jeunes, ce qu'ils veulent. Et le diagnostic que nous avons prélevé, c'est que les jeunes veulent d'abord, en sortant de l'université, trouver de l'emploi. Et là,
ce n'est pas un problème uniquement maghrébin. Et par les temps qui courent, dans la conjoncture actuelle, où la crise financière de Wall Street retombe sur l'Europe et retombe sur nous, se transforme en crise économique, en crise sociale. C'est-à-dire, c'est la crise de 29 qui est plus longue que celle que nous avons vécue le siècle dernier, par la multiplicité des défis transfrontaliers. Ajoutez à cela ce qui se passe au Mali, à nos frontières, la sécurité est devenue importante, ce qui a amené quelqu'un à dire que l'Afghanistan va être transposé et il va s'installer en Afrique du Nord. Je crois qu'il y a beaucoup de pessimisme, mais parallèlement à cela, nous avons un processus de normalisation bilatérale avec les pays. Le dialogue a été rétabli entre le Maroc et l'Algérie. Nous l'avons bien accueilli et ça peut aller trop loin, et même bien, dans le bon sens. Et ce n'est pas uniquement entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faut pas oublier la Libye, qui vient de sortir d'une crise meurtrière. C'est-à-dire que nous avons des problèmes aussi, pas nés d'hier, mais d'aujourd'hui aussi. Et pour régler tout cela, nous n'avons pas de baguette magique, ni de formule magique. Il faut espérer, travailler davantage et trouver des solutions pour que ce processus d'intégration maghrébin puisse avoir lieu et transformer les méthodes de travail entre les Maghrébins. Je vous remercie. Merci. Nous allons peut-être manquer de temps, donc allez-y. Qui est le micro? Il y a voilà là. Ah oui, monsieur le ministre veut répondre. Brièvement, s'il vous plaît, parce que... Brièvement. D'abord, les priorités de la politique étrangère du Maroc sont dans la Constitution. Nous sommes un pays profondément maghrébin, dont la construction maghrébine est une priorité. Nous sommes un pays qui est également rattaché à l'Europe par plusieurs choses. Nous avons un statut avancé parce que l'Europe nous intéresse. Nous avons besoin d'un marché européen. Donc nous sommes en train de renégocier un certain nombre d'accords, un accord sur les services, un accord sur le zone de libre-échange approfondi. Nous connaissons les modes européens. Donc l'Europe, c'est une priorité pour nous. Mais également, une priorité aujourd'hui, c'est l'Afrique. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, l'Afrique est prometteuse pour les entreprises marocaines, pour d'ailleurs Sa Majesté le roi Mohamed VI est aujourd'hui en Afrique. Il visite 3 pays africains, demain c'est le Gabon. La profondeur du Maroc, africaine du Maroc est avérée parce que des perspectives de croissance existent en Afrique. Nous avons des expériences réussies en matière de télécommunications, en matière de gestion de l'eau, en matière agricole. Nous voulons encore une fois travailler en Afrique. Aujourd'hui, Casablanca est un hub, 25 vols quotidiens vers l'Afrique. Cela démontre encore une fois qu'aujourd'hui, le Maroc est ouvert. Il cherche des opportunités. Notre priorité, c'est accompagner l'entreprise marocaine pour la recherche de nouveaux investissements, de nouveaux créneaux, de nouvelles niches, pour pouvoir faire face à la compétition internationale. Donc l'Afrique, c'est une priorité pour nous en politique étrangère, en plus de l'Europe et du Maghreb. Mais en tout cas, vous avez également signalé, nous explorons d'autres niches. Ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat stratégique avec les États-Unis, c'est pour upgrader notre relation avec les États-Unis, avec lesquels nous avons un FTA, mais également avec les pays du Golfe, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Et chaque fois qu'il y a des opportunités à saisir, la diplomatie accompagne l'entreprise. Monsieur, on va peut-être grouper les questions, parce que je crois qu'il va falloir aller assez vite et libérer la salle assez vite pour libérer, entre guillemets, céder la place à la session suivante. Bonjour, oui. Omar Benis, je suis directeur des réseaux dans une compagnie financière. Je voudrais poser une petite question. Sur les discours politiques qu'on entend, on entend beaucoup parler de la création d'emplois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plus privilégier la création de richesses, la création de valeur ajoutée qui va nous permettre de créer de l'emploi? La deuxième des choses, c'est que
Monsieur Lamrani tout à l'heure disait qu'on avait besoin de soutien de l'Union européenne pour l'intégration maghrébine. Aujourd'hui, je pense qu'on est devenu trop indépendant de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a un intérêt à mettre en place cette intégration économique maghrébine? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a plus besoin d'autonomie économique pour pouvoir prendre des décisions courageuses entre Maghrébins et mettre en place des processus qui vont réellement permettre d'améliorer les échanges maghrébins? Merci. Je vais passer le micro à monsieur devant, qu'on entende sa question. Hello, everybody. Mohamed Galat from Christenstein's Investment Management. Sorry. So my question would be to Mr. Therese. Why those efforts of economic integration seems to work more quickly and efficiently in some regions of the world rather than others? So if we compare like South America and the Arab region, it doesn't seem to work as efficiently and rapidly and quickly like in far Southeast Asia. Is it a matter of history elements? Why because the dilemma we see that in South America and the North Africa, we have more ingredients of common history and common society and cultural ingredient that can help more to fasten and this integration while it seems not going through. Thank you. C'est une question qui s'adresse donc à Joachim Tress. Et la première, je pense, pour M. Lamrani, si vous voulez répondre sur les deux premières questions. Rapidement, les deux approches ne sont pas incompatibles. Il faut qu'on fasse le Maghreb. L'Europe, on peut négocier de groupe à groupe avec l'Europe si on fait le Maghreb. Au lieu d'avoir des accords séparés, on peut travailler de groupe à groupement. Deuxième chose, oui, l'Europe a besoin d'un Maghreb parce que pour l'Europe, c'est une opportunité. Un marché prometteur qui crée de l'emploi, qui peut croître s'il est intégré. Donc pour l'Europe, c'est une opportunité de travailler avec un ensemble cohérent, stable, apaisé, pour, non, pas uniquement pour les questions sécuritaires, migration, mobilité. D'ailleurs, rappelez-vous que Mme Ashton vient de faire une communication sur le Maghreb. Et bien sûr, eux, c'est MMM, Money, Mobility and Market. Et nous sommes une intégration et on veut une relation nouvelle, de tout nouveau. En tout cas, donc, les deux choses ne sont pas incompatibles, au contraire. Nous, il faut qu'on fasse notre travail en interne, travailler avec l'Europe. Et l'Europe, pourquoi elle s'intéresse? Parce que pour sa stabilité politique, question migratoire et autres, sécurité, mais également pour une opportunité pour les entreprises européennes qui sont aujourd'hui en train d'investir, en train de faire des affaires dans notre région. Hein, je vous signale que j'ai eu l'occasion de travailler sur deux dossiers dernièrement, France-Maroc et France-Espagne. Eh bien, les entreprises sont présentes ici parce qu'il y a des niches, il y a des parts de marché à prendre. Les entreprises sont très intéressées par le... Donc l'Europe s'intéresse au Maghreb à travers, bien sûr, ce que je viens de dire, mais également à travers des instruments. Aujourd'hui, l'Europe a un instrument qui est la politique européenne de voisinage, avec des moyens financiers importants pour soutenir les réformes, mais également, chaque fois que l'occasion se présente, l'Europe fait des annonces. Rappelez-vous, après le printemps arabe, au Maghreb, la task force de Mme Catherine Ashton, en nommant Bernardino León pour soutenir ces transitions démocratiques. Mais bien sûr, il faut que nous, on fasse notre propre travail en interne. Il faut créer de la richesse, c'est fondamental. Il faut créer des entreprises. Et c'est là où s'explique cette vision marocaine d'encouragement aux entreprises. Aujourd'hui, nous avons un programme ambitieux de convergence réglementaire avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire des affaires avec l'Europe, il faut converger réglementairement avec l'Europe. Il faut participer au programme d'agence communautaire. Et cela, c'est des instruments qui prennent du temps, qui nécessitent une volonté politique. Le Maroc a fait ce choix. A fait ce choix de l'ouverture depuis très longtemps. Des fois, c'est risqué, mais on n'a rien si on ne prend pas de risques. Joachim Tress. Thank you for the question. It's not
that easy to answer in a nutshell, because the question is about why integration works in some places and it doesn't, or doesn't as much in others. So there is a lot of there are a lot of causes to that. But I think one could approach that saying, one, more appropriate integration models and institutional institutional arrangements, and I'm going to give examples of that. Second, a very strong role of the private sector, if we accept, that the European Union integration is a unique historical case. So very strong private sector involvement that acts as demand for regional public policy or national public policies that have a regional integration impact. Third, strong and forward-looking political will in a context of political stability. And fourth, I think, a clear understanding of long-term benefits of integration. That means understanding the short-term costs and the medium and long-term benefits. And you will, I think I can illustrate that a little bit. The successful East Asia integration model, one, let's remember, that took place in decades of extremely strong growth of Japan. So it's prior to the mid-1990s sluggish Japanese growth. Very strong growth in Taiwan, Korea, Hong Kong, and Singapore. And later, subsequently, countries in Southeast Asia. So, and that was linked to the value chains that the minister was talking about. It was like Mitsubishi, like hitting the capital output ratio limits that they had and say, look, I have to do something in Mitsubishi, not here, but in Korea. Okay? And then when Korea hits the capital output ratio, they say, I need to do this in Indonesia. So that has been very, very, very important to me. And in Latin America, we have not always had that. And perhaps I apologize if I gave a too rosy picture of the Latin American integration, but I think Valentine gave a key statistic, say, well, interregional trade, European Union, whatever, almost 80%, East Asia over 50%, and then we are struggling to get 30%. Okay, that tells you that we've got a lot to learn from other regions of the world. Thank you. Merci. Tout petit mot, Monsieur Badiania, parce qu'il faut s'approcher de la conclusion. Je voudrais redonner la parole à Valentine, d'ailleurs. Je n'ai pas été assez lent cette fois-ci par rapport à notre première rencontre. Écoutez, par rapport à l'histoire en Amérique latine, j'étais ambassadeur à Washington pour plus de 7 ans et j'ai participé aux travaux de l'organisation de l'Amérique. Et à l'époque, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de guerres et beaucoup de problèmes, des systèmes militaires et autres. Je m'excuse, cher ami, mais chaque région a ses propres problèmes. Et nous sommes des êtres humains. Partout, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, des chromosomes différents. Mais les conditions dans lesquelles l'Amérique latine s'est débattue pendant plusieurs années, ils sont sortis vainqueurs après avoir su qu'il est temps de sortir de l'immobilisme et de construire quelque chose de commun. Et je crois que prenez le cas de l'Argentine avec le Brésil, qui avait des problèmes, et puis maintenant ils sont d'excellents alliés, ils sont voisins. Ils ont eu des problèmes, mais maintenant ils ont donné la primeur et la priorité aux intérêts communs. C'est cette logique qui doit aussi nous indiquer la voie au Maghreb. Je vous remercie. Merci. Il va falloir conclure. Je voudrais donner le dernier mot à Valentine Ndrongo-Aziba. Peut-être pour nous dire, puisque vous avez entendu patiemment, ça a beaucoup tourné quand même autour du processus d'union du Maghreb ou de la Méditerranée,
En quoi l'OMC peut aider? Est-ce qu'elle se sent concernée? Est-ce qu'elle se sent partie prenante? Ou est-ce qu'elle est là un peu en retrait à observer ces régions, à se débattre dans des problèmes peut-être un peu anachroniques d'une certaine manière? Non, d'abord, au niveau de l'OMC, si vous voulez, les processus d'intégration régionale ne sont pas des processus nouveaux, hein. Ce sont des processus très anciens. Les premiers processus d'intégration régionale ont précédé la naissance, la mise en place du GATT, qui est l'ancêtre de l'OMC. Donc ce ne sont pas des situations nouvelles, elles sont différentes. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce qui intéresse une institution qui est en charge de la régulation globale des échanges commerciaux comme l'OMC, c'est de veiller à ce que finalement ces processus-là soient des processus qui contribuent à créer beaucoup plus de croissance et beaucoup plus d'inclusion plutôt que de l'exclusion. Et cela est important. Les processus d'intégration ne créent pas toujours de l'inclusion. Un deuxième point que je voudrais faire quand même, c'est de dire, ouais, nous nous retrouvons ici à une conférence sur la croissance globale. Eh bien, voyons où est la croissance globale aujourd'hui. Où est la croissance globale aujourd'hui? La croissance globale se trouve dans les pays en voie de développement. Et dans ces régions en voie de développement, y ont compris la région présente. Ce qui veut dire qu'au fond, aujourd'hui, les différentes politiques sont en train de s'ajuster autour d'où se trouvent les opportunités de croissance. Et en allant vers ces opportunités de croissance, elles sont obligées elles-mêmes de mettre en place des politiques qui vont les rendre beaucoup plus compétitives. Nous avons parlé au courant de cette session des chaînes de valeur ajoutée, c'est parce que c'est une réalité. Et ces chaînes de valeur ajoutée, le Maghreb n'est pas une exception. Le Maghreb va participer aux chaînes de valeur ajoutée. Il participe de manière insuffisante peut-être, mais des services tels que les services automobiles. Je lisais encore il y a quelque temps que Renault s'est installé ici avec des services automobiles et de production. Ces chaînes de valeur, le Maghreb et les pays du Maghreb y participent également. Quelles sont les implications politiques, par contre, de cette réalité commerciale aujourd'hui? Eh bien, les implications politiques sont nombreuses. D'abord, elles veulent dire, dorénavant, eh bien, il faut absolument réduire les barrières, lever les barrières entre les pays si on veut survivre et croître dans ce système, si on veut exploiter les opportunités de créer de l'emploi et donc d'avoir une croissance qui est inclusive. Deuxième implication, il faut s'attacher dorénavant aux services. En analysant les valeurs des échanges, en allant au détail dans ces chaînes de valeur et en analysant aujourd'hui, en mesurant le commerce, non pas par flux généraux de commerce, mais par la valeur ajoutée à chacune des transactions d'un pays à l'autre, eh bien, l'on constate que les services ont un poids beaucoup plus important et qu'on a longtemps sous-estimé le poids des services. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des politiques des pays, ils doivent également se centrer sur les services. Mettre en place les services nécessaires, rendre les services compétitifs. Donc, c'est cela que je voulais ressortir. Il y a véritablement un changement. Il y a des implications dans les politiques qui vont être mises en place par les pays. Cela va toucher à l'éducation, pas exclusivement aux politiques macroéconomiques. Cela va toucher également à l'éducation. Quels sont les systèmes d'éducation sur lesquels on va se centrer pour pouvoir être beaucoup plus compétitifs? Et enfin, ce dont j'ai parlé au début, dans la facilitation des échanges. Donc, je dirais que l'intégration régionale aujourd'hui, c'est le plus gros potentiel de croissance encore inexploité dans la région. Merci. Jean-Pierre, vous voulez ajouter quelque chose?
Peut-être juste un mot pour un peu conclure et aussi donner un peu le sentiment par rapport à ce qui s'exprime dans la salle aussi. Et cette impatience qu'on perçoit par rapport aux acteurs. J'étais il y a quelques jours à Marrakech pour une autre conférence et j'ai exactement eu la même impression. C'était une conférence avec des investisseurs privés et dans la salle, il y avait une énergie énorme. Une volonté incroyable de ces investisseurs de dire, écoutez, notre région, la zone du Maghreb n'est pas condamnée à avancer au rythme un rythme lent, au rythme des escargots. Et ce décalage entre l'attente de la population, et en fin de compte, c'est ce qu'on entend aussi dans les rues, que ce soit les rues du Caire, de Tunis ou d'ailleurs, ce cri de la jeunesse en disant, écoutez, nous, on veut un avenir dans lequel on a des opportunités, où on a de l'espoir que la situation va s'améliorer, qu'on va avoir une vie décente. Et cette urgence de la réforme n'est pas suffisamment prise en compte par les gouvernements actuels. Et donc, ce décalage qui existe entre des processus qui ont été analysés, réanalysés, suranalysés, on sait exactement quels sont les blocages de la croissance, et en même temps, il y a ce décalage grandissant entre ce qu'attend la rue et le rythme d'action des administrations et des politiques en général. Et c'est ça aussi l'enseignement du printemps arabe, c'est ça qui a changé aussi. C'est le niveau d'attente des gens et le fait qu'ils n'attendent pas que les réformes se passent dans 10 ou dans 15 ans. Ils attendent à ce que les réformes se passent maintenant. Et ça, c'est une pression importante. Et nous, les agences, par exemple, nous sommes là pour appuyer ce processus. On se rappelle tous d'un homme d'envergure qui un jour a décidé de faire le voyage de Berlin et qui a dit « Bring these walls down ». Eh bien, il faut qu'il y ait un homme d'envergure qui dise « Open this border up ». Et c'est exactement ça que cette région a besoin. Merci, ça me paraît une excellente conclusion. On va en rester là. Merci beaucoup. Ne partez pas trop loin. La session suivante va démarrer très vite. C'est bon. Dès qu'on aura réorganisé un peu la tribune. Merci beaucoup.